Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette dernière table ronde du Forum de l'économie collaborative de Bordeaux. Ça fait 2 jours qu'on est réunis pour parler de consommation collaborative, de production collaborative, de ville collaborative, d'économie fluide. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Et donc, la question des questions, j'ai envie de dire, c'est est-ce qu'on est en train de vivre une vraie transition, un changement de modèle? Est-on en train de complètement réinventer l'économie? Et récemment, je me suis amusée à référencer les différents types d'économies dont on parle aujourd'hui. C'était assez intéressant parce que j'en ai référencé une bonne dizaine. De l'économie collaborative, bien sûr, de l'économie coopérative qui existe quand même depuis un petit bout de temps, l'économie contributive dont parle par exemple beaucoup Michel Bauwens, mais aussi Bernard Stiegler en France. On parle aussi d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, de bioéconomie. Enfin, je crois qu'aussi c'est à l'image du moment qu'on est en train de vivre que de voir autant de termes qui émergent pour qualifier des choses qui sont assez proches, mais pas forcément identiques, mais qui se nourrissent les unes des autres. Et donc, je crois qu'on est en train de vivre quelque chose, ça c'est certain, et tous les témoignages auxquels vous avez pu assister pendant ces 2 jours en sont la preuve. Mais quelle est la nature de la transition que nous sommes en train de traverser ? Donc c'est un petit peu la question qu'on va se poser ici. Et surtout, est-ce que l'économie collaborative propose un vrai changement de modèle? Et voilà, donc vous aurez l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. Mais pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi ici Anne-Laure Brun-Buisson, qui est la cofondatrice de Sharelex. Tu nous diras peut-être en 2 mots de quoi il s'agit. Michel Bauwens, que vous avez déjà pu entendre un petit peu, et qui est le fondateur de la Peer-to-Peer Foundation. Voilà. Et enfin, Philippe Frémaux, qui est éditorialiste chez Alternative Économique et président de l'Institut Veblen, un institut qui est né il y a 2 ans pour réfléchir à des questions de progrès humain, je crois, et de transition écologique. Voilà. Et donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je voulais justement vous poser une question, Philippe Frémaux, parce que souvent, et notamment dans la préparation de ce forum ou dans d'autres circonstances, j'ai un petit peu l'impression qu'on confond ou qu'on associe économie collaborative et économie coopérative. J'aimerais qu'on fasse un petit point là-dessus pour commencer, voir un petit peu s'il n'y a pas des choses à distinguer et expliquer comment ça peut se nourrir, etc. Juste un mot par rapport à votre introduction, qui est que vous avez employé un certain nombre de mots comme transition, dépassement. Et je ne suis pas sûr que la question, c'est une question de dépassement ou de transition, qui serait d'aller d'un point à un autre, qui serait un point de départ qui serait bien défini et un point d'arrivée qui serait bien défini. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien dans quelle société on est. C'est-à-dire, on dit c'est le capitalisme, mais le capitalisme à Shanghai, ça n'a rien à voir avec le capitalisme à Copenhague. Le capitalisme d'il y a un siècle n'a rien à voir avec le capitalisme d'aujourd'hui. Donc, c'est un mot qui ne suffit pas à tout définir. Et les formes de nouvelles formes d'économie qu'on voit émerger aujourd'hui, avec de multiples mots pour les qualifier, comme vous l'avez très justement dit, sont des éléments qui sont au sein du capitalisme, si on utilise ce mot pour définir, c'est au sein de notre société telle qu'elle est. Donc, est-ce que c'est les germes d'une nouvelle transformation de nos modèles, de notre façon de produire ensemble pour satisfaire nos besoins, ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui va rester marginal? C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Alors, la coopération dans ce domaine, est-ce que c'est finalement l'ancêtre de l'économie collaborative? On peut dire oui, en ce sens que quand vous avez des éleveurs laitiers au XIIe siècle qui commencent à mettre leur lait en commun pour faire du fromage de comté dans les premières fruitières en Franche-Comté, c'est-à-dire ils sont déjà en train d'inventer de l'économie collaborative de son volet productif, son volet de production collaborative. Et l'ensemble de la coopération, c'est quand même des gens qui se mettent ensemble pour résoudre un problème qui leur est commun, dans une logique, on disait au XIXe siècle, associationniste, qui est tout à fait en écho avec les messages qu'on peut porter sur l'économie collaborative. Et qui se plaçait en faux par rapport à un modèle déjà à l'époque où on remettait l'homme au centre, un homme, une voix. C'était bien la question. La question de la gouvernance, on en viendra après, si vous voulez bien, mais la question, c'était bien de faire d'abord une économie qui réponde aux besoins sociaux et qui réponde aux besoins de ceux qui s'assemblaient. Vous aviez des agriculteurs
qui n'avaient pas accès au crédit, ils se réunissent, ils mettent leurs économies en commun, hein, ils font du crowdfunding collaboratif entre eux, et celui qui a le meilleur projet, ben on lui prête les économies de tout le monde, puis une fois qu'il a remboursé, on passe au suivant. Et ça donne ensuite le Crédit Agricole, évidemment, ça donne aussi Crédit Agricole SA, et des milliards d'euros perdus dans la crise des subprimes, mais voilà, il y a un effet de banalisation parfois de l'économie sociale quand elle réussit trop bien. Mais en tout cas, il y a cette tradition-là. Un autre exemple, quand vous avez des instituteurs qui conduisent bien, qui n'ont pas trop d'accidents, qui picolent pas trop et qui trouvent que les compagnies d'assurance capitalistes leur demandent plein de sous, ils se réunissent et ils créent la Maïf. Et en plus, il y a une intention politique, parce que c'est aussi, on ne va pas donner de l'argent à des compagnies d'assurance qui, dans les années 30, sont en train de financer les ligues d'extrême droite. Donc vous voyez, il y a l'articulation à la fois d'un intérêt individuel, d'une communauté collective qui transcende cet intérêt individuel dans l'intérêt de tous, et en même temps une vision de ce que peut être le bien commun. Donc une vision politique aussi. Ça, c'est très intéressant. Alors, maintenant, est-ce que la coopération, c'est l'ancêtre merveilleux sur lequel il faut trop fantasmer? On va quand même calmer un peu le jeu. Vous avez à la fois aujourd'hui dans la coopération des mastodontes de la finance qui, pour certains, sont totalement banalisés. Vous avez des coopératives de travailleurs indépendants qui peuvent marier, je dirais, c'est pas gentil de dire ça, mais je dirais le meilleur et le pire. Donc, par exemple, les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, c'est souvent des petits agriculteurs qui gèrent ça de manière très coopérative entre eux. Ils ont très peu de salariés. C'est d'abord eux qui font le job. Et ça marche bien, c'est très sympa. Vous avez pas mal de coopératives d'artisans, ils essayent de se rassembler entre eux pour minimiser le coût de leurs achats. C'est intéressant, parce que ça leur permet d'être plus indépendants et d'avoir des coûts d'approvisionnement qui les rendent compétitifs par rapport à des plus grandes sociétés. Puis vous avez des coopératives de commerçants, ça va de Best Western, d'Optique 2000, hein, cher à Johnny, et puis c'est aussi les centres Leclerc et Système U. Ah, centre Leclerc, est-ce que c'est vraiment une économie qui change le monde? Vous me permettez de réserver mon jugement. Alors, ce qui est le paradoxe dans ce mouvement, c'est qu'il y a un truc qui est médiatiquement extrêmement connu, c'est les scopes. Et les scopes, parce que c'est sympa, les scopes. C'est les salariés qui ont le pouvoir, on élit notre chef, etc. Moi-même, j'ai été président de la SCOP, qui est dite Alternatives économiques, pendant 13 ans. Donc, c'est une expérience humaine extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'ai eu une chance inouïe de vivre cette expérience professionnelle. Mais en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les scopes, c'est 42 500 salariés sur les 2 300 000 que revendique l'économie sociale, donc 2%. Et sur ces 42 500, il n'y en a que 21 000 qui sont associés. Il y a 1% des effectifs de l'économie sociale. Donc, en fait, dans l'économie sociale et solidaire, les structures dans lesquelles la gouvernance est détenue par les salariés, et dans des conditions qui ne sont pas toujours parfaites, sont extrêmement minoritaires. Donc c'est un point qu'il faut retenir. Et donc on est quand même très petit. On est quand même très petit. Puis il y a une petite espèce, je veux dire quand même un petit mot là-dessus, qui est les SIC, qui est une sorte de sous-ensemble de coopératives, qui est les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont très peu nombreuses, mais elles ont ceci d'intéressant quand on pose la question du collaboratif, c'est qu'elles réunissent des gens qui, en apparence, dans le système économique dominant, devraient avoir des intérêts contradictoires. Ça peut être des gens qui produisent un produit, d'autres qui le consomment, des gens qui fabriquent la transformation des deux, des collectivités territoriales. Et finalement, ces gens-là qui ont un intérêt finalement à coopérer ensemble, au-delà de leurs intérêts divergents, se retrouvent autour de la table, fixent les systèmes de prix, et arrivent sur un mode qui est un mode de la délibération démocratique entre gens qui ont des intérêts contradictoires à faire fonctionner une structure. Alors, effectivement, comme vous allez dire, c'est tellement compliqué qu'il y en a très peu, et qu'en plus, les statuts, tels qu'ils sont aujourd'hui, sont très difficiles, si bien que... Mais du point de vue de l'exemplarité, c'est intéressant. Alors, maintenant, la question que vous allez me poser maintenant, c'est sans doute, oui, et l'économie collaborative dans tout ça? C'est exactement ça. Alors, à droite transition. Donc, l'économie collaborative, quand on en vient à ça, c'est vrai que moi, ici, quand Anne-Sophie m'a envoyé le mail, elle m'a dit, toi, ton rôle, c'est d'être le type qui n'y connaît rien, tu vas faire le candide, etc. Alors, je fais le candide. J'ai quand même lu ces deux bouquins, pour être bien sage, etc. On m'a dit qu'il ne fallait pas les citer, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé hier, mais je les recommande quand même. Michel aussi. Et puis, il y a aussi le bouquin de Michel. Il y a plein de trucs à lire. Voilà. Qui permettent de devenir super calé rapidement. Merci. Et donc, moi, mon sentiment, il est de premier ordre. D'abord, c'est
est-ce que c'est entièrement nouveau, hein? Est-ce que c'est pas un peu un nouveau mot qu'on crée? Vous savez, il y a plein de gens, plein de consultants, plein de trucs, ça fait des beaux séminaires en Aquitaine et tout. Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer un truc qui existe déjà? Alors, oui et non. Non, parce que derrière ça, il y a quand même plein d'initiatives qui sont en train de changer un certain nombre de choses et qui ne sont pas forcément toutes du même ordre, mais en tout cas, il y a de la nouveauté. Et puis, en même temps, oui, ça ne change pas, parce que, Dieu merci, si l'économie, si les entreprises fonctionnaient selon les normes officielles de la théorie économique standard, de la vulgate du néolibéralisme, elles s'effondreraient du jour au lendemain. Même l'entreprise la pire, même l'entreprise où on n'a pas envie d'y aller le matin, hein, pour que ça fonctionne, il faut que les salariés, une fois au boulot, ils aient quand même un peu envie de parler à leurs voisins, ils aient envie d'avoir des éléments qui sont des éléments qui relèvent de la coopération. C'est-à-dire que une économie ne peut pas fonctionner sans qu'il y ait de la coopération entre les hommes. Si on est uniquement là à penser constamment à notre intérêt personnel d'individu qui nous décomptera avec l'autre en essayant de gagner un maximum et que l'autre au contraire il se fasse avoir, je veux dire, tout s'effondre du jour au lendemain. Dieu merci, il y a à la fois de la rivalité, mais il y a toujours de la coopération. L'autre chose, qui me paraît important, c'est que c'est vrai au sein des entreprises, mais c'est vrai aussi entre entreprises. Dire, si la régulation du capitalisme fonctionnait uniquement sur le mode de la guerre de tous contre tous, là aussi, le système s'effondrerait. Il y a aussi des systèmes de normes, il y a aussi des clusters qui se développent où finalement on partage la même main-d'œuvre, où de fait il y a des techniques qui font que les gens ils se retrouvent au café le soir, ils disent et comment tu as fait pour résoudre ça? Et le lendemain, l'autre il le met en place dans son entreprise. Et c'est comme ça que la productivité progresse, qu'il y a du progrès dans toutes les boîtes. Donc, les salariés circulent d'une entreprise à l'autre. Donc tous ces mécanismes qui sont de la mise en commun de ressources, d'utilisation de biens communs, qui sont ensuite privatisés par chaque acteur, mais c'est des choses qu'on retrouve dans la théorie de l'économie collaborative et que le vilain système capitaliste, contre la théorie qu'il a de lui-même, met en œuvre, et s'il ne les mettait pas en œuvre, il s'effondrerait. C'est ça qui est rigolo. C'est que d'un certain point de vue, ce qu'on raconte, nous, c'est ce qu'ils mettent en œuvre sans le savoir et qui leur permettent de survivre. Et donc, ce qu'on voudrait simplement, c'est que ça s'étende, que ça se généralise, et que toutes les conneries de la corporate governance soient enfin remises dans leur boîte. Alors, ensuite, moi j'ai 3 interrogations sur l'économie collaborative, et sur lesquelles je serais très intéressé de vous entendre répondre. La première, c'est que, c'est mon côté années 70, hein, c'est que, à la fois, je trouve très sympa le côté libertaire, et je crains un peu la tendance possible libertarienne. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait avoir une économie qui fonctionnerait uniquement, où les gens échangeraient librement, sans État, sans régulation, sans impôts, qu'est-ce que ça serait sympa, etc. Et j'y crois pas. C'est-à-dire les sociétés les plus libérales sont toujours des sociétés où il y a beaucoup de police, beaucoup de flics pour maintenir l'ordre. Et au contraire, pour que le marché fonctionne bien, il faut des institutions fortes, il faut qu'il y ait de la redistribution. Je ne suis pas sûr que l'économie collaborative aille contre l'État. Il y a toujours ce risque. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque avec l'Internet, on a l'impression qu'on n'ait plus besoin de régulation parce qu'on échange tous librement. Et en fait, bien souvent, ensuite, ce qu'on recrée, c'est du collaboratif entre classes moyennes, aisées, supérieures qui échangent. Et on oublie aussi les 60% de la population qui, eux, n'ont pas accès forcément à toutes ces ressources. L'autre chose, je ne dis pas que c'est ça, je dis que c'est un risque. Et donc, il faut être conscient de ce risque pour que l'économie collaborative profite à tous et qu'elle soit en même temps régulée. La seconde chose, c'est qu'il y a l'illusion parfois du local. L'idée que ça serait vachement bien d'être uniquement, de revenir sur les petits espaces, les territoires. Et c'est vrai que face aux menaces de la mondialisation, face aux exigences de résilience de nos sociétés dans un monde où il y a des risques écologiques qui sont majeurs, c'est très important de repenser l'économie en relation avec les territoires. Mais là non plus, il ne faut pas fantasmer sur une sorte de retour à un paradis d'hier. C'est aussi parce qu'on a eu des grandes villes, c'est aussi parce qu'il y a eu les libertés du salariat avec les garanties qui s'y ont associées, qu'on s'est émancipé du curé, du parti, du papa, notamment l'émancipation des femmes, elle vient quand même comme un sous-produit de la ville et du capitalisme moderne et de l'entrée sur le marché du travail. Donc, on n'a pas du tout envie de revenir là-dessus. Alors, on a peut-être envie de le dépasser. On a envie de recréer du lien qui aille du local au global. Et d'ailleurs, la notion de circuit court, c'est pas seulement une notion géographique, c'est une notion qui est sur la proximité de l'autre et de faire société avec les gens avec lesquels on fait des échanges économiques et sociaux. Mais je dis, attention, pas de fantasme là-dessus. Et puis le troisième point, c'est que dans un certain nombre d'écrits, je trouve qu'il y a quand même un petit côté bisounours et que
on retrouve certaines choses que je connais très bien dans le milieu coopératif, qui est l'occultation de la question centrale, qui est la question du pouvoir. C'est-à-dire que ce dont on crève dans notre société, c'est pas seulement la quête du profit, la démesure de la quête du profit, il y a aussi la démesure du pouvoir de domination. Et penser que les hommes, naturellement, aient envie de coopérer, d'aspirer à la liberté, à l'égalité, c'est une chose, mais ils ont aussi une tendance qui est à la compétition, qui n'est pas une mauvaise chose, mais cette compétition, quand elle va trop fort, elle tourne aussi à la domination, à l'écrasement de l'autre, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve. Vous savez, dans l'économie sociale, on est soi-disant un homme, une voix, mais on est dans une démocratie qui n'est pas du tout une démocratie qui organise l'alternance, comme c'est dans la société. On est dans une démocratie qui a pour objectif d'organiser la fidélité à l'objet social. C'est pour ça qu'on a des listes uniques, qu'on vote à main levée, que le pape nomme les cardinaux qui éliront le futur pape. Ah non, ça c'est l'Église catholique, excusez-moi. Mais c'est une forme d'économie sociale. Donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent à une sorte de parti communiste de l'Union soviétique en petit. Et si on n'est pas conscient de ce genre de choses, moi je ne suis pas contre les listes uniques, je ne suis pas contre la cooptation. Je n'ai pas dirigé 13 ans Alternative économique pour que mon successeur il transforme Alternative économique en supplément mensuel du Figaro Magazine. Donc l'important, c'était qu'il soit fidèle à la ligne du journal. Donc on a vachement contrôlé toute la succession. Mais dans le même temps, il faut en être conscient. Il faut créer les règles qui font qu'il peut y avoir du dissensus, qu'il peut y avoir des contre-pouvoirs, qu'on n'est pas élu président à vie. C'est d'autant plus facile maintenant que j'ai fidé la place. Je peux en parler maintenant. Et donc, toutes ces choses, on voit bien que dans l'économie sociale et solidaire, on a les mêmes dérives. Donc l'économie collaborative, vous êtes tout petit, vous êtes très mignon, vous êtes très gentil, etc. Mais ça va marcher, ça va se développer. Et faites gaffe, si vous occultez la question du pouvoir, vous serez confronté au même problème que dans le reste de l'économie, toute cette envie de domination et de démesure. Il faut créer les procédures qui fassent que tout ça est sous contrôle. Merci Philippe. Alors, sur cette question des illusions qu'on peut avoir ou des petites choses auxquelles faire attention aujourd'hui, si justement on veut faire évoluer le modèle. D'abord sur la question du pouvoir, pour rebondir là-dessus, je suis assez d'accord avec ce que dit Philippe. Ce qu'on voit dans l'économie, ce qu'on appelle l'économie collaborative comme elle est présentée pendant ce forum, c'est d'abord une immense diversité des besoins couverts et des modèles qui sont proposés pour adresser ces besoins. Donc c'est quand même une économie d'entrepreneurs, donc de gens qui avant tout cherchent des solutions pour résoudre un problème, avec le sous-jacent qui est de résoudre un problème social. C'est ce qui fait le point commun avec l'économie solidaire. Là où, peut-être sur ta question, moi j'entends beaucoup donc, de ma casquette de questions sur les régulations, typiquement. Et les régulations sont des moyens de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une insécurité, on va dire qu'il y a des dangers, et du coup, on va promouvoir de nouvelles régulations pour finalement imposer un modèle économique. C'est quand même comme ça, typiquement, que Monsanto a réussi à normer et à breveter un certain nombre de semences, et au nom de la sécurité du consommateur. Donc moi, avant d'aller dans du lobbying et avant de changer tout ce qui existe en termes de régulation, je pense que c'est un secteur qui a intérêt à faire la preuve du concept et à faire la preuve qu'il y a un impact réel. Et ça peut se faire sans changer les régulations, parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qui permettent à ces projets de se développer sans que ce soit un réel obstacle. En revanche, les régulations font obstacle effectivement au développement tous azimuts de certains modèles économiques qui viennent concurrencer de manière ostensible les modèles existants qui sont, eux, réglementés. Et donc là, oui, il y a une zone de frottement qui fait que le développement est moins aisé. Typiquement Airbnb et les hôtels. Voilà. Si on pose la question du travail, par exemple, je sais qu'hier, Rachel Botsman a parlé des micro-entrepreneurs. C'est un débat qui revient souvent sur le devant de la scène. La semaine dernière avait lieu à Bercy le Bercy Jam avec Fleur Pellerin, où une des propositions de Louis Cher était de créer un statut exprès pour ces personnes qui commencent à louer leurs biens et qui pourraient gagner de l'argent. Voilà. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce qu'on veut aller vers ce type de modèle? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager ça? Qu'est-ce que ça t'inspire en tant qu'avocate et membre de Sherlex?
Tu peux peut-être définir en 2 mots, d'ailleurs, Sherlex, parce que je sais pas si je pense pas qu'on ait expliqué le rôle de ta structure. Alors, Sherlex, en 2 mots, c'est un projet de création et partage de solutions juridiques qui repose sur la collaboration entre juristes et non-juristes. Donc, l'idée de Sherlex, c'est de valoriser sur des thèmes juridiques autant l'expérience que l'expertise et de faire en sorte que toute cette connaissance produite puisse être partagée et bénéficier au plus grand nombre. D'où l'intérêt sur cette question des changements de modèle, d'avoir quelqu'un qui suit les questions administratives et juridiques. Donc on a beaucoup travaillé sur les questions liées à l'économie collaborative, notamment aux côtés des entrepreneurs de WeShare, évidemment. Et sur la question du travail, bon, ça c'est vraiment un point de vue personnel. Moi, je ne suis pas favorable à la création d'un statut spécifique d'entrepreneur de l'économie collaborative. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette économie, comme elle émerge, elle questionne la question le sujet du travail, et que ça me semble nécessaire, mais pour l'économie collaborative, comme pour plein d'autres sujets, de permettre le développement du travail indépendant sous différentes formes, c'est-à-dire finalement de laisser le choix aux personnes de décider de ce qui est bon pour elles ou pas. Moi, ça m'intéresse de questionner le contrat de travail, parce que le contrat de travail il se caractérise par le lien de subordination, et je suis contente qu'on puisse questionner cet aspect-là du contrat de travail et de dire que les gens peuvent aussi être indépendants dans le développement d'une activité, quelle que soit cette activité finalement. Ce que je trouve intéressant avec l'économie collaborative comme elle se développe, et si on ne fait pas trop de lobbying pour pousser certains modèles, c'est qu'on va permettre aux personnes de décider elles-mêmes de ce qui est bon pour elles, et non pas chercher à les protéger ou à les... voilà. Dans ce domaine-là. Et ça ne veut pas dire que l'économie sociale n'a pas un autre rôle, mais pour moi, ça se joue à un autre niveau. C'est-à-dire que l'économie sociale, elle adresse des besoins d'urgence, et l'économie collaborative, on est à un autre stade de développement. Une remarque, Philippe Frémaux, à ce sujet ou... Je vois prendre oui, parce que ce qui me gêne simplement dans ce que dit Anne-Laure, c'est qu'il y aurait le contrat de travail qui serait lié sur la subordination. Mais pour connaître un peu l'histoire du droit, je veux dire, la reconnaissance du droit du travail comme partie séparée du droit civil et la reconnaissance du lien de subordination a eu pour contrepartie la reconnaissance aussi de droits spécifiques, qui fait que, par exemple, quand vous avez un accident du travail, c'est l'employeur qui est présumé responsable et non pas le salarié parce qu'il a mal fait son boulot. Et donc, l'idéologie du libre choix que tu réintroduis peut être à la fois positive si elle est dans un contexte où, effectivement, les différentes personnes qui rentrent en relation entre elles sur le marché ou dans les relations qui nous sont effectivement dans une position d'égalité réelle les uns par rapport aux autres. Mais sinon, je suis désolé, on revient à ce que dénonçait Marx, qui était le renard libre dans le poulailler libre. C'est-à-dire que, de fait, le risque, c'est que dans une société aussi inégalitaire que la nôtre, et les inégalités se sont creusées au cours des dernières décennies, dire que le risque, c'est effectivement d'avoir des gens qui n'ont pas du tout la capacité à porter les projets de manière libre. Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'un des défauts, c'est pas la libre création d'entreprise qui pose problème, c'est le fait qu'elle n'est pas assez répartie. Elle n'est pas assez répartie par des gens qui ont les ressources nécessaires pour la porter, pour en assumer les risques, etc. Mais penser que, en l'état actuel de la société telle qu'elle est, il ne fallait pas faire preuve d'une très grande prudence dans les développements de ce type de statut, parce que ça peut être aussi pour un employeur. Moi, en tant que patron de presse, je veux dire, si tous mes journalistes demain, je peux les payer en auto-entrepreneur, c'est tout bon, hein. Je fais beaucoup d'économies. Hein. Mais en fait, on n'est pas obligé de penser tout en termes d'alternatives. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de développer des modèles qui vont laisser le choix. Enfin, j'ai l'impression qu'on est, dans un moment de questionnement où on ne sait pas très bien, avec certitude, dire. Oui, c'est peut-être un choix privilégié. C'est possible. C'est possible. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Michel, parce que je pense qu'il y a une question derrière tout ça qui est celle de la valeur, c'est-à-dire la création de valeur dans le modèle actuel
dans celui qui est imaginé par l'économie peer-to-peer que tu connais très bien, et voir un petit peu justement, si on dit adaptation du capitalisme dans des économies en crise et création d'un nouveau modèle sociétal économique, comment on peut y voir clair? Oui. J'ai ma voix qui disparaît, ça va revenir, voilà. C'est pas le moment. Non, c'est pas le moment. Donc j'aimerais bien pour commencer amener quelques éléments pour justement essayer d'expliquer ma vision. Dans quelle mesure est-ce que l'économie contributive dépasse-t-elle le cadre du système actuel? D'accord? Et pour moi, le premier changement est le suivant. Donc on vit dans une société qui combine dans son ADN deux choses qui sont absolument, on va dire, anti-vie. La première chose, c'est la fausse abondance. Donc on est dans une pseudo-abondance. On croit que la nature est infinie. Et donc c'est une machine à extraire des ressources dans la nature sans se poser la question de comment régénérer ce qu'on a vidé. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est ce que j'appelle la fausse rareté. C'est-à-dire donc dans les choses qui ne sont pas du domaine de la rareté, c'est-à-dire la collaboration culturelle, intellectuelle, scientifique, on va créer la rareté artificielle. Donc on va empêcher aux paysans, par exemple, et en France, en Europe maintenant c'est très actuel, donc on va faire une loi qui empêcherait les paysans à utiliser leurs propres semences. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement anti-vie aussi, puisqu'on va faire en sorte non pas laisser le marché libre, mais on va obliger la destruction de toute régénérescence naturelle pour obliger de marchandiser quelque chose qui marche d'une façon abondante dans la nature. Et donc, d'un côté, on crée des immenses problèmes écologiques, et d'autre côté, les solutionner, ça devient illégal parce qu'on ne peut pas travailler ensemble. C'est très dur. Il y a votre collègue américaine qui fait un peu la même chose, Janelle Orsi, qui donne des exemples extraordinaires. Aux États-Unis, dans des comtés, des États, il est interdit de collecter l'eau de pluie. Il est interdit d'avoir des légumes devant sa maison. Il est interdit de sécher ses affaires au soleil. Et elle a comme ça une vingtaine d'exemples qui sont absolument ahurissants. Oui, c'est un peu mieux ici quand même. Oui. Bon, alors ça c'est donc une première chose, donc c'est que l'économie contributive, c'est peut-être ce serait trop long à l'expliquer dans le détail, mais en fait fait en sorte que la rareté est là où elle doit être, c'est-à-dire au niveau de la matière et des choses qui sont rivales et rares. Et de l'autre côté, donc tout ce qui est immatériel, on laisse la collaboration se faire d'une façon naturelle. Donc ça c'est quand même pour moi, un changement révolutionnaire et radical. Et qui on en reviendra après, mais souligne justement le rôle de la loi et du juridique sur ces questions, parce que la rareté artificielle est créée aussi par des institutions qui les enferment. Oui. Alors, deuxième point, si je suis trop long, tu me couperas, c'est ce que j'appelle le choix pour la mutualisation et le choix contre le choix de la privatisation. Alors, moi, j'ai une petite théorie de l'histoire humaine, c'est-à-dire que dans des époques où on a de l'énergie et des ressources en surabondance, ou une perception de surabondance, on fait ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc on va produire plus de la même chose pour être compétitif. Ce qui veut dire donc plus d'énergie et plus de ressources pour être compétitif. Par contre, dans les époques où on se rend compte, subjectivement ou objectivement, que les ressources et l'énergie sont en diminution, on passe vers une mutualisation. Donc, je vais le dire en anglais, parce que je ne sais pas comment le dire en français, economies of scope. Si vous pouvez m'aider, ce serait bien. D'échelle ? Non, ce n'est pas d'échelle, justement. C'est faire plus avec la même chose. Donc, par exemple, on mutualise, comme dans l'économie collaborative, la consommation collaborative, on mutualise les infrastructures pour faire plus avec le même nombre de voitures. Hein ? Oui. Voilà, c'est ça. Plus de déplacements avec une seule voiture. Voilà, donc ça c'est et l'open source c'est pareil au niveau de l'immatériel. Donc on va faire plus avec les mêmes connaissances en les mutualisant et en laissant le partage ouvert. Donc ça c'est un deuxième changement. Troisième changement, le capitalisme produit pour la valeur d'échange et la valeur d'usage est un moyen pour réaliser la valeur d'échange. Or aujourd'hui dans l'économie contributive, donc en fait c'est le contraire. On travaille contributivement
pour le besoin, donc on fait du Linux parce qu'on a besoin de Linux, et accessoirement, il y a une économie d'échange qui va se mettre autour, mais elle est en subordination par rapport à la production d'usage. Donc ça, c'est un grand changement. Alors, quatrième changement que je trouve très important, c'est au niveau de la compétitivité et la coopération. Donc moi, je vois un peu aussi là, un peu historique. Donc on était dans le Moyen-Âge, chacun avait la bonne conscience d'être dans la bonne religion, et l'autre était le mauvais. Et donc on a eu 3 siècles de guerre civile, avec, donc, où chacun était dans la conviction d'être dans le bien. Et je crois que le libéralisme était une réaction assez saine pour dire non, non, reconnaissons que nous sommes égoïstes, ne prétendons pas être altruistes pour Dieu, mais reconnaissons notre... avec donc la philosophie que si tout le monde est égoïste, le bien commun suivra automatiquement. Et je crois qu'après 3-4 siècles, on commence à plus y croire. On voit que ça ne marche pas, que la Terre ne va pas survivre, mais ce n'est pas un retour vers l'ancien système. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est encore une fois un retournement, c'est-à-dire il y a d'abord la coopération. Donc tout le monde collabore dans le pool commun, dans l'open source de code, de connaissances et de design. Mais à l'intérieur de cette coopération, on peut être entré en compétition. Parce que moi, je suis un meilleur développeur que toi, et donc, etc., etc. Donc il va y avoir la compétition, mais elle est dans un cadre d'une sorte de coopération primaire. Donc là, il y a aussi un renversement. Alors, dernier point, c'est au niveau de la hiérarchie. Alors, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie et donc, je sympathise avec la remarque sur le pouvoir. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'open source, mais elle est quand même fort différente. Et pour moi, c'est un grand changement. Aujourd'hui, on est capable de se coordonner à une échelle globale pour faire des satellites civiques, pour faire des logiciels extrêmement compliqués qui vont justement gérer le satellite, de faire des encyclopédies tout à fait remarquables par rapport aux anciennes encyclopédies, en tout cas au niveau du volume, etc. On fait des voitures, etc. Et donc sans hiérarchie de commandement. Il y a d'autres hiérarchies, il y a des hiérarchies méritocratiques, il y a aussi des choses qui ne marchent pas très bien. Par exemple, je suis très critique par rapport à Wikipédia, parce que les experts des règles ont plus de pouvoir que les experts des sujets. Je trouve ça que c'est dysfonctionnel, à mon avis. Donc ça ne veut pas dire que c'est open source, que tout est bien. Mais il n'y a pas d'hiérarchie de commandement. Ça, c'est quand même un avancement social important. Donc il y a une coordination globale, massive, qui est possible. Alors, je termine. Donc au côté politique, j'en avais parlé au WeShareFest quand on a terminé le festival. Donc, quelle est la politique de l'économie contributive? Quels sont les choix qu'on peut faire? Et j'avais fait un quadrant. Alors, j'ai pas de slide, donc imaginez une croix. Oui, oui. Donc, en fait, vous avez centralisation, distribution, profit et non-profit, for benefit en anglais, d'accord? Ça nous donne 4 possibilités. Le premier, c'est orientation vers le profit et centralisation. Ça reste contributif parce que, par exemple, on va prendre Facebook, qui est un exemple primaire. Facebook, c'est, oui, on peut se connecter peer-to-peer, on peut organiser des réseaux, on peut même organiser une révolution, mais tout ce qui est back-end, tout ce qui est invisible est hiérarchique. On n'a pas le contrôle sur nos données personnelles, on n'a pas le contrôle sur les designs, sur tout ce qui fait que notre comportement est en fait manipulé d'une certaine façon. Donc il y a une hiérarchie qui est tout à fait là, qui est tout à fait cachée. Et vous connaissez peut-être le livre qui a été écrit par la porte-parole de Zuckerberg. Le mot qu'il emploie 10 fois par jour, c'est domination. Donc sa vision du monde, c'est un monde qui est géré par des entreprises comme Facebook. Il dit dans 10 ans, c'est nous les maîtres du monde. Il ne s'en cache pas. C'est un peu inquiétant quand même. Donc ça, c'est ce que j'appelle le capitalisme nétarchique, donc l'hierarchie des réseaux. Alors deuxième vision, là je reviens au libertarisme, c'est la vision Bitcoin. Donc on dit c'est une monnaie peer-to-peer, parce que chaque ordinateur peut créer de l'argent. D'accord, oui, mais le paysan en Inde, il n'a pas
d'ordinateurs. Par contre, il y a des capitalistes libertariens qui ont un pool de 10 000 ordinateurs. Et donc 70% des bitcoins sont dans les mains, je crois, d'environ 12 personnes. Donc ce n'est pas une monnaie peer-to-peer, c'est une monnaie hyper concentrée, parce que le peer-to-peer est au niveau des machines, mais pas au niveau de l'humain. Donc quand nous on parle de peer-to-peer dans la fondation peer-to-peer, voilà, c'est la relation humaine qui prime, donc c'est être pair entre nous. Ce n'est pas la machine, 10 000 machines versus une machine, ce n'est pas l'égalité. Mais moi et toi, on travaille ensemble, sans hiérarchie, en consensus, c'est de ça qu'on parle. Je crois que je vais peut-être... Ah oui, alors les deux versants, et là je termine, hein. Les deux versants de droite, mais en fait qui sont les versants de gauche, évidemment, donc j'aurais peut-être dû changer mon slide, c'est orientation for benefit orientation, décentralisée avec orientation locale. Et là, on vit au niveau local, donc il y a quand même une explosion de localisation, mais je trouve qu'on ne peut pas la critiquer d'une façon facile, c'est-à-dire le local n'est plus local. Quand aujourd'hui on fait de l'agriculture urbaine, on est connecté avec un mouvement mondial et il y a une innovation, une coopération qui s'est faite au niveau global. Donc oui, on a une vision du local, mais on a vu une vision du local globalisante. Donc on fait du local. Et alors, en fait, l'idéal du peer-to-peer, c'est très simple. Quand c'est lourd, c'est local. Quand c'est léger, c'est global. Donc on va faire nos voitures sur demande, si on a besoin de voitures, dans une micro-factory Wikispeed avec un design global. Dans le monde entier, les ingénieurs vont collaborer pour faire la meilleure voiture possible, la plus durable possible, mais on va la faire localement, comme ça elle ne doit pas voyager 40 fois autour du monde, ou je crois que c'est 24 fois, certaines parties de la voiture font 24 tours du monde avant d'être assemblées. Donc ça c'est un modèle quand même intéressant, qui est en même temps une solution écologique, et en même temps une coopération qui se fait quand même avec une gouvernance différente. Bon. On reviendra sur la question alors, après. Alors je termine, mais je veux juste dire le quatrième, la fondation peer-to-peer, en fait c'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on appelle les communs globaux. Donc c'est-à-dire il y a plein de problèmes humains qu'on ne peut plus solutionner au niveau local, et donc on doit créer des communs globaux. Et ce n'est pas de l'international, ce n'est plus les États qui coopèrent, ça doit être autre chose, ça doit être des réseaux mondiaux civiques, peut-être connectés avec des institutions internationales, mais on ne peut plus simplement croire que les problèmes du monde vont être solutionnés au niveau des États-nations. C'est impossible, et donc on a besoin d'une vision politique, positive, orientée vers le benefit of humanity, et avec donc une vision globalisante en même temps. Tiens, Anne-Laure, tu voulais réagir ? Il y a un message un peu politique quand même, donc je pense qu'il y a des élus ici, et j'espère qu'ils l'entendent, qui pourront réagir aussi. Un tout petit mot sur donc l'économie peer-to-peer, c'est vraiment un des volets de l'économie collaborative. C'est pas celle sur laquelle il y a le plus. Je dirais le contraire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas celle où il y a le plus de problèmes légaux typiquement. Il n'y a pas un empêchement. Alors c'est peut-être pas tout à fait vrai dans le domaine agricole, mais globalement, dans les domaines qui sont ceux de l'économie peer-to-peer, il n'y a pas réellement de freins légaux, puisque c'est une économie dans laquelle les enjeux d'argent, parce qu'il faut dire ce qui est, sont moins importants que dans d'autres économies où la finalité est plus orientée vers le profit, justement. Et aujourd'hui, dans l'économie collaborative, si certains sentent une urgence à changer les lois, c'est en général parce que derrière, il y a un modèle économique qui doit produire dans l'urgence une forme de rentabilité. Donc on ne se laisse pas le temps d'expérimenter, de voir ce que ça donne et puis ensuite d'adapter, si besoin, la législation. Philippe, j'approuvais, j'étais un peu en désaccord. J'ai trouvé ça, c'était très bien. J'ai bu tes paroles comme du petit lait. Non, j'avais juste une vacherie à lui dire, qui était que le fait de venir en Thaïlande et ici, consommer à peu près dégager autant de CO2 que la production de 20 voitures qui voyagent sur supertanker. Bon, c'est facile, voilà. hein. Non, c'est pas facile, parce que derrière ça, il y a quoi comme question? Parce que nous, on vient de sortir un hors-série qui s'appelle l'économie verte en 30 questions. Et on a affronté la question qui est la question du transport aérien.
Et c'est vrai que dès lors qu'on est dans un monde où les gens voyagent, ils se connaissent, il y a des liens qui s'établissent, il y a de la socialisation, de la sociabilité qui s'établit sur des grandes distances, et que c'est quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement difficile à gérer si on ne veut pas que le transport aérien devienne uniquement le privilège des plus aisés. Et c'est vrai qu'on avait envie qu'il soit là, parce qu'en même temps, les êtres humains, je veux dire, le téléphone, l'Internet, on a aussi besoin d'avoir une communication qui est globale. Je veux dire, on a besoin de se sentir, on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher pour avoir une vraie relation qui s'établit. Donc on a envie aussi que les gens se déplacent. Et là, on a des problèmes qui vont être très difficiles à résoudre si on veut satisfaire nos exigences en matière de régulation énergétique. Et j'ai pas de réponse à ça, parce que justement, quand on a dit tout à l'heure que le local, que le circuit court, c'était pas quelque chose de géographique, et ce que tu as repris après, je veux dire, on est dans des schémas sur lesquels on n'a pas encore les réponses sur le modèle qu'il faudrait construire. Et, y compris ceux qui parlent d'économie circulaire, de pôles territoriaux de coopération économique. Enfin, je vois bien dans tous les copains qui véhiculent ces choses-là. Ouais, quand tu fais une analyse réelle en tableau des charges interindustrielles de qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils consomment, il y a un paquet de trucs qui viennent de fort loin. Et même la réussite même d'une économie circulaire, quand tu poses vraiment les questions du recyclage jusqu'au bout, elle ne se fait pas sur des échelons de proximité, parce que justement, il y a des problèmes d'économie d'échelle pour que ce soit rentable et que ça fonctionne bien, qui suppose de concentrer certains matériaux, certains minerais, certains métaux à une échelle très, 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 très vaste. C'est-à-dire que quand tu as des déchets métalliques, je veux dire, ensuite, ils vont, pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre, ils vont être transformés dans une aciérie électrique, mais elle sera à Brescia. Donc il faudra bien que tes déchets métalliques qui prennent le camion pour aller à Brescia. Et donc il faut accepter l'idée que le collaboratif, la fonctionnalité, le circulaire, c'est quelque chose qui va nous obliger à avoir plusieurs niveaux d'espace économique cohérent, et de même qu'on a plusieurs niveaux d'espace démocratique cohérent. C'est-à-dire, juste à la fin, j'avais envie de réagir quand tu as parlé de la nécessaire émergence d'une société civile internationale qui porte un intérêt commun de l'humanité au-delà des rivalités des États. Et c'est vrai que pour les gens qui ont été dans la vague de l'altermondialisme, comme moi, il y a 10 ans, il faut s'interroger sur le recul de cette idéologie. S'il y a eu un recul très fort de l'altermondialisme, c'est aussi qu'on a fantasmé sur l'existence d'une société civile internationale en devenir, dans un contexte où on s'imaginait, notamment dans l'extrême gauche, que les organisations internationales avaient un grand pouvoir. Et en fait, les organisations internationales avaient très peu de pouvoir. On allait manifester au G8 ou au FMI, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a bien vu qu'au moment où les émergents ont commencé à émerger sérieusement et qu'ils ont commencé à défendre leurs intérêts, ça a été le retour d'une société internationale structurée autour de la volonté des États, hein, et on en a plein d'exemples tous les jours, qui est revenu au milieu de la scène géostratégique. Et c'est pour ça, à la fois, ce que tu dis est une exigence. C'est pas parce que le mouvement altermondialiste a reculé qu'on n'a plus besoin de l'espoir qu'il portait. Au contraire, on en a encore plus besoin aujourd'hui, parce que les États, du fait de leur rivalité, sont bien incapables de porter cet intérêt commun de l'humanité. Et donc, il ne faut pas baisser les bras. Il faut au contraire se battre plus que jamais pour essayer de la faire advenir, même si on est dans une période plutôt de basse eau sur ce plan. Mais comment faire justement? Parce que je pense qu'il faut aussi pousser les choses, il faut donner des pistes de réflexion à ceux qui nous gouvernent. Non, mais je veux dire, voilà, parce que ce que ça prouve, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui émergent aujourd'hui. Enfin, il y a une multitude d'initiatives, ça pousse, ça germe, ça se cultive aussi. Donc, j'ai quand même une petite remarque à faire au niveau d'une pensée qui croit que certaines choses doivent absolument se faire d'une façon globale, centralisée. Et la voiture est vraiment un bon exemple. Donc on peut croire que pour faire des voitures, il faut des grandes usines et un système mondial de spécialisation. Justement, je crois que j'avais lu que c'était 24 fois que certaines parties de la voiture vont là, puis elles vont là, puis elles vont là. Enfin, c'est extraordinaire, mais aussi comme gaspillage en fait. Hein. Mais donc le choix d'un capital centralisé, le choix d'une grande usine hiérarchique, c'est des choix. Ce n'est pas inscrit dans la nature des choses. Donc on peut très bien imaginer, si on veut,
comme Wikispeed le fait, d'avoir une communauté globale qui coopère pour créer une voiture durable, qui est déjà 5 fois aussi écologique que les voitures industrielles, qui est fait avec une matière première durable, donc c'est une sorte de plastique biodégradable, avec un système Lego, avec des imprimantes 3D qui sont un peu plus spécialisées, qui permettent de mettre la voiture ensemble d'une façon locale et de la faire sur demande. Donc il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de surplus. C'est possible. Alors Wikispeed, c'est intéressant parce que justement, ils ne trouvent pas d'investisseurs. Pourquoi est-ce qu'ils ne trouvent pas d'investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, le profit ne se fait pas dans la production, mais se fait dans la propriété intellectuelle. Donc les investisseurs recherchent des super profits qu'ils ne peuvent pas trouver dans l'économie contributive. Et ça, c'est un problème. Donc il faut trouver aussi des financements distribués, du crowdfunding, et peut-être du crowdfunding plus socialisé qu'on a aujourd'hui, parce que souvent le crowdfunding, c'est simplement des marchés renversés aujourd'hui. Donc Kickstarter, on dit, je vais faire quelque chose, soutenez-moi, mais il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de propriété commune, c'est simplement un investissement a priori plutôt qu'a posteriori. Par contre, par exemple, il y a Goteo, qui sont des amis à moi, en Espagne, que vous connaissez, où tout le processus de crowdfunding a été mutualisé, créer de la communauté et de la co-gouvernance, et une exigence justement de mettre en commun les connaissances qui seront acquises dans la production. Donc il faut réfléchir, il faut avoir une vision qui n'est pas uniquement technique sur l'économie collaborative, parce que souvent, c'est vrai, on dit pair à pair, donc moi je peux mettre en vente mon service, mon appartement, mais la plateforme, je n'ai aucune influence sur la plateforme. Ce sont des propriétaires, et on voit bien les comportements, par exemple, je ne veux pas dire du mal, hein, mais par exemple Airbnb, ça a commencé avec un grand spamming de Craigslist, avec un type qui était connu, un des collaborateurs était très connu comme un des spammeurs mondiaux. Et puis quand il y a les premiers petits scandales, ils ont essayé de l'étouffer. Après il y a eu la pression, ils ont ouvert. Et donc on voit bien que la réactivité propriétaire est là. Elle est ce qu'elle est. Et on est tous comme ça quand on est confronté à ce genre d'intérêt personnel. Ouais. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut la gouvernance. Alors ça, c'est une proposition. Moi, je trouve, par exemple, Facebook. Alors moi, je suis un peu différent de beaucoup d'autres, parce que je me fais beaucoup critiquer. Moi, j'adore Facebook, parce que c'est facile à utiliser. Et moi, j'ai ma communauté sur Facebook. Il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Mais bon, c'est justement... Pourquoi pas s'organiser en tant qu'utilisateur? C'est une utilité publique, donc ça ne doit pas être uniquement des décisions privées qui déterminent notre vie. Et ça, c'est une question de s'organiser et d'avoir une politique. Syndicat d'utilisateurs. C'est pas uniquement technique. Je crois qu'Anne-Laure a une petite remarque, mais en même temps qu'elle fait sa remarque, j'aimerais vous proposer de lever la main si vous avez des questions, parce que Philippe Frémaux et Anne-Laure Brun-Buisson doivent s'éclipser dans 7 minutes. Donc voilà, si vous voulez en profiter, voilà, tu fais ta petite remarque, on repère qui veut poser des questions. Oui, non, je la ferai après. D'accord. Ah, bonjour. Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Michel, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'illusion qui est d'imaginer qu'il n'y a plus d'intermédiation avec les plateformes qui se créent, et en fait c'est faux, on est en train de réinventer les corps intermédiaires, et donc effectivement ça pose la question de leur gouvernance. Allez-y, posez votre question. Dans Alternative économique, il y a 15 ans, on a fait un papier qui était « Faut-il nationaliser Microsoft ?» Bon, c'était provocateur, mais oui, c'est bien la question que vous posez. C'est des biens communs privatisés, en fait. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Anne Wisniewski, je suis directrice de crèche. Alors, j'ai noté des phrases. Une première de M. Frémaux, « Se mettre en commun ensemble pour résoudre un problème qui nous est commun ». Une phrase de Mme Brun-Buisson, « Laisser aux personnes le choix de ce qui est bon pour eux ». Une phrase de M. Bowen, se laisser le temps. Donc mon domaine, c'est la petite enfance et donc l'éducation. Et je me pose la question quant à notre système éducatif, où d'une part, on ne laisse jamais le temps. D'autre part, quand on est en situation d'examen, on ne collabore jamais. Et pour Mme Buisson, laisser le choix aux gens de décider ensemble. Alors ça signifie que les enfants ne sont pas des personnes à part entière. Mais au contraire. Voilà. Mais alors donc peut-être qu'il faudrait réfléchir également, enfin,
j'aimerais qu'on aborde dans ces forums également comment on peut appliquer tous ces jolis mots, solidarité, autonomie, au domaine de l'enfance. Voilà, tout simplement. Merci. Merci pour cette première question. Je propose qu'on en prenne une seconde dès maintenant. Comme ça, ils peuvent prendre note et vous répondre. Allez-y. Oui, on parle de capitalisme. Je n'ai pas entendu parler de la monnaie qui est à la racine et à la base de nos comportements. La façon dont on crée la monnaie, quand on fait un crédit, on doit rembourser la banque privée. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis sur la question? Merci. Ok, je propose que... Voilà. La monnaie est par nature ambivalente. Elle est à la fois un puissant facteur de pacification des échanges et en même temps, elle est un véhicule de reproduction des inégalités. Et c'est la tension entre les deux qui fait le mystère, en quelque sorte, de l'économie marchande capitaliste, puisque la monnaie est à la fois ce qui fait qu'on peut échanger des biens sans se taper dessus, et qu'en même temps, effectivement, c'est la forme que prend le capital qui permet l'accumulation. Donc, la question n'est pas de supprimer la monnaie, c'est de réinventer d'autres usages de la monnaie en faisant à la fois une finance qui soit une finance lente et qui sorte des errements qu'on a pu connaître précisément dans un monde où la régulation de la finance a été produite par les financiers eux-mêmes, puisqu'ils ont réussi à dominer le monde, et c'est pas fini. Et puis d'autre part, de réinventer éventuellement d'autres monnaies en marge des monnaies dominantes. C'est tout le travail sur les monnaies locales, les monnaies complémentaires, sachant que, je veux dire, comme tu l'as dit très justement, un des défis auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que derrière cette inventivité autour de la monnaie, il y a aussi des formes de privatisation de la monnaie qui naissent. Et justement, toutes les monnaies de type Bitcoin, etc., ou des monnaies qui peuvent apparaître sur Facebook, etc., ça pose ceci en germe. Mais il faudrait une autre conférence complète pour répondre à la question. Ensuite, un mot sur l'école, puisque j'ai malheureusement commis aussi un livre sur « Si on aimait enfin l'école » avec Nicole Genex, qui est l'ancienne secrétaire générale du SNUIPP, qui est en fait, il y a 90% dédiés d'une école et un peu de travail de plume de moi. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où, aussi bien au niveau de la petite enfance que de l'école, on reste dans une démarche qui est une démarche très marquée par la normalisation éducative telle qu'elle est née dans l'idéologie hygiéniste du 19e siècle. Et c'est vrai que, notamment, lutter contre les inégalités scolaires, émanciper les enfants et améliorer nos résultats dans les enquêtes PISA, ça passe évidemment par des moyens, mais ça passe aussi par une relation très différente des enseignants aux objectifs qui sont les leurs et la façon dont ils pratiquent la pédagogie entre eux et avec les enfants. Et la façon dont on transmet les valeurs aussi. Je pense que là-dessus, tu as quelque chose à dire aussi, Anne-Laure. Sur l'école, oui. Je me dis aussi qu'on a tendance à, un petit peu comme dans tout, attendre que quelqu'un nous donne des autorisations pour changer les choses. Et que peut-être à l'école, si on veut prendre en compte plus pleinement la personnalité de l'enfant, le corps aussi de l'enfant, et pas seulement sa tête qu'on farcit de tout un tas de concepts, peut-être qu'on peut imaginer des dispositifs beaucoup plus collaboratifs avec les enfants, avec les parents qui pourraient revenir un petit peu dans l'école sans attendre nécessairement que l'institution au plus haut niveau fasse bouger les choses. Là-dessus, d'ailleurs, il y a un exemple très concret qui est Living School, qui est une école à Paris du 19e arrondissement, qui a mis, je vous le signale, en open access, un document extrêmement bien fait sur la façon dont la pédagogie de cette école est pensée avec les élèves. Donc c'est déjà quelque chose que les parents peuvent télécharger, utiliser et même diffuser. Moi, je l'ai fait dans l'école de mon fils. Donc c'est un tout petite échelle, un tout petit geste qui peut déjà avoir un impact très rapide. Merci. Il vous reste 2 minutes, donc je vous le dis. Michel. Bon, je voulais juste dire que moi je suis quand même étonné parfois parce que d'un côté c'est vrai on critique beaucoup l'école et l'école qui est compétitive, etc., et qui est un modèle industriel. En même temps, je vois quand même que la révolution collaborative se fait, même avec les élèves qui sortent de ces écoles. Et moi j'ai ma propre théorie, mais je crois que l'éducation se fait quand même aussi à la maison avec les parents. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de parents qui ont une relation, on va dire, démocratique avec leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils font tout ce qui... Mais il y a un dialogue permanent entre les enfants
et les parents. Et moi, je crois que, justement, par rapport aux années 60, où on se battait contre un système parental tout à fait hiérarchique, et on était obligé d'être antagoniste avec ses familles et ses parents, aujourd'hui, il y a quand même déjà une grande avancée sociale qui est justement cette reconnaissance de l'enfant comme personne, au moins dans beaucoup de familles. Et je crois que c'est ça qui crée aujourd'hui des jeunes qui sont capables justement de travailler ensemble, de partager, de reconnaître l'autre. Je suis peut-être un peu trop optimiste. Donc il n'y a pas que l'école quand même. Il y a toute une vie sociale à côté et en dehors de l'école qui a aussi des effets sur la psychologie et la capacité de partage. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé beaucoup d'éducation pendant le forum, mais il y a de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui à l'heure des tablettes, à l'heure des MOOC, des systèmes d'apprentissage à distance massifs. Voilà. Si vous ne voulez pas rater votre train, je suis obligée de vous remercier maintenant. Désolée. Merci beaucoup Anne Bisson et merci Philippe Frémaux. On va rester avec Michel pour parler un petit peu, en profiter pour poser des questions. Merci bien. Rentrez bien. Ah oui, tu restes. Ah bah oui. Voilà. Profitez-en, Michel Bohen est encore ici sur scène. On a encore quelques minutes devant nous, il me semble. 10 bonnes minutes, c'est ça, on me fait signe. Donc profitez-en, voilà, si vous avez d'autres questions pour les poser. S'il y a de la controverse, des remarques, voilà. Sur la monnaie. Alors oui, sur les monnaies, c'est vrai qu'on a abordé Bitcoin, pas forcément, je crois que voilà, les questions des monnaies complémentaires également, qui étaient peut-être sous-entendues. Est-ce que tu souhaites revenir dessus? Oui, en gros, parce que je suis pas spécialiste, mais comme Étienne a indiqué, moi je crois que la grande découverte aujourd'hui, et qui est quand même quelque part aussi liée aux réseaux sociaux, c'est-à-dire la découverte que le pouvoir dans un réseau est invisible. Et il n'y a pas nous et eux, mais il est inscrit dans les structures invisibles, dans les architectures invisibles. Et donc je crois qu'aujourd'hui on a découvert que la monnaie, c'est pas une chose neutre, mais qu'elle a un design et qu'on peut jouer sur le design. Et donc encore une fois, alors je crois que moi je ne connais pas la réponse sur la monnaie idéale, mais on est à une époque où on peut expérimenter. Alors il y a le niveau local, dont toutes les monnaies complémentaires locales, mais Bitcoin est quand même, malgré mes critiques, très intéressant, parce que c'est la première monnaie à une échelle globale qui est soutenue par une communauté. Alors on peut critiquer le design, mais ce qui est quand même très important, c'est qu'on a pu le faire. C'est-à-dire qu'on a pu créer une monnaie sociale dont on peut discuter les principes politiques sous-jacents, mais qu'est-ce qui nous empêche de créer des bitcoins différents, donc qui n'ont pas le même design. Donc moi je suis pas contre les monnaies étatiques, mais je suis contre le fait qu'aujourd'hui, en fait, la majorité de la monnaie est créée par des banques avec intérêt. Et donc c'est quand même absurde qu'aujourd'hui, on dit par exemple l'Union européenne soutient, que la monnaie européenne soutient le Portugal, alors qu'en fait, c'est les intérêts des banques qu'on est en train de payer. Donc revenir à une création monétaire souveraine, je crois que c'est qui ne passe pas par la création privée et donc l'intérêt des banques me paraît une chose essentielle. Donc il y aura sûrement de la coexistence de différents types de monnaies en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question liée à la monnaie, en fait, en particulier à la relation, en fait, à la rareté de la monnaie aujourd'hui, enfin, disons, à la rareté de la monnaie pour l'investissement. C'est ici, Bordeaux 3. La question que je voulais poser, c'est la question entre investissement et contribution, et la relation entre contribution et contribuable. Et il y a certains économistes qui nous disent la chose suivante, il y a une opposition entre capitalisation et répartition pour la retraite. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager pour l'innovation, c'est-à-dire en fait pour la construction et le changement graduel qui nous amènerait évidemment à la société de la contribution, qui serait une sorte de mixte entre contributeurs et contribuables, d'envisager en fait un impôt qui soit d'une certaine manière une forme collective d'association où en fait on aurait de la monnaie, mais une monnaie d'une certaine manière qui servirait directement l'investissement socialement utile et qui aurait l'avantage en fait d'être intergénérationnelle, puisque fonctionnant selon le même principe que la répartition de nos retraites par rapport à la capitalisation. Et l'avantage de cette monnaie, c'est d'abord, elle est fiable parce qu'elle est,
disons, intergénérationnelle. Il y a un tuilage entre les générations dans le temps. Il y a donc un principe de confiance dans cette monnaie qui est donnée. Et deuxième élément très important, c'est qu'en fait, on échapperait, excusez-moi, à un terme un peu savant, mais qui est un thème d'Aristote, à la crémacristique. C'est-à-dire, en fait, à une monnaie qui ne sert plus à l'échange, mais qui sert à l'accumulation, et en particulier à la privatisation de cette accumulation. Et là, on aurait l'intérêt extraordinaire d'une monnaie, entre guillemets, collective, qui permettrait un investissement socialisé, et qui, en fait, serait un tuilage intergénérationnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution ? Ben, je veux dire, simplement, à ce moment, parce que je ne connais pas vraiment les détails, je veux dire, ça m'intéresse. Donc, mais il faudrait que j'en sache plus. Donc, on se verra après. J'aimerais bien regarder de quoi il s'agit. Mais je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réinventer comment on produit la richesse, comment on la répartit. Et malheureusement, on ne peut pas utiliser toute la société parce qu'on ne peut pas contrôler tout, mais on peut commencer en communauté contributive justement à expérimenter avec ce genre d'innovation. Ok, une question ici. Bonjour, une petite question par rapport à quelque chose que vous avez abordé hier, Michel, qui m'a paru très très intéressant. Vous avez dit que 1% de la croissance au Brésil ne correspondait pas du tout à la même création d'emplois et de richesses sur le territoire qu'1% de la création de valeur en Asie. Et j'aimerais qu'on creuse un petit peu ce sujet-là, et aussi donc de la question corrélée des indicateurs et de la lecture qu'on a aujourd'hui de la création de valeur sur les territoires. Merci. Oui, alors, je crois pas que ma réponse n'est pas nécessairement très, on va dire, peer-to-peer. C'est simplement le fait quand même que, après la grande crise en Argentine en 2001, l'Amérique latine a choisi des gouvernements plus ou moins radicaux, ça dépend des pays, mais qui ont quand même comme but de recréer une redistribution sociale. Et donc il y a au Brésil des investissements, la Bolsa Familia, il y a le Venezuela, en fait un peu partout. Donc il y a quand même une grande différence, je dirais, de conjoncture historique entre l'Europe, qui est en plein dans l'austérité néolibérale, et en fait l'Amérique latine l'a connue pendant 20 ans et ça n'a pas marché. Donc il y a une révolte contre ce que nous sommes en train de vivre ici. La Grèce, c'est vraiment l'Amérique latine dans les années 80 et 90. Et donc il y a quand même une renaissance de l'État en Amérique latine. Il y a vraiment une atmosphère tout à fait différente. Mais en plus, ce que j'aime beaucoup, par exemple, au Brésil, malgré les grands mouvements sociaux, c'est quand même qu'il y a une politique de création d'économie sociale qui est vraiment forte. Donc, est-ce qu'ils ont travaillé... c'est pas uniquement, par exemple, au Brésil, c'est pas uniquement financialisation de la forêt. Il y a aussi une politique d'économie solidaire, des monnaies alternatives, de création donc d'une éducation créative au niveau numérique. On soutient le micro-entrepreneuriat dans les favelas. Il y a vraiment plein de choses qui se font et qui ont un peu réhabilité la notion de l'État. Donc on voit bien les grands mouvements sociaux au Brésil, c'est vous ne faites pas bien votre travail. En fait, c'est ça. Ils se plaignent de l'état des services publics, même pas pour les privatiser. Ils veulent plus d'intervention pour mettre les infrastructures publiques en état. Est-ce qu'ils ont réfléchi aux indicateurs de richesse comme nous on a pu y réfléchir en France, par exemple? Est-ce que tu as vu voilà, des travaux sur le sujet? Parce que c'était un petit peu la question aussi des indicateurs de richesse, oui, de l'évaluation de cette richesse. Oui, donc je ne sais pas si le Brésil, par exemple, a des indicateurs différents, je ne crois pas. Mais il y a un changement de mentalité. Par exemple, ça n'a peut-être rien à voir avec les questions, mais je crois qu'il y a une vraie révolte de la jeunesse aujourd'hui dans le monde. Dans les années 70, après 68, c'était pas seulement une révolte, on va dire, étudiante, c'est aussi les ouvriers qui ne voulaient plus travailler dans le modèle fordiste. Et en fait, on a évacué l'industrie de l'Europe à cause de ça. Donc on a mondialisé parce qu'il y avait une révolte ouvrière en Europe. Mais aujourd'hui, c'est une révolte, on va dire, des travailleurs cognitifs. Imaginez-vous, vous êtes jeune aujourd'hui, vous êtes conscient de la crise planétaire, vous voulez faire un design durable, vous trouvez un job, et qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de faire un iPhone qui se casse après 3 mois. C'est un cauchemar.
Et c'est ça, donc et ça on voit au Brésil. Donc moi je rencontrais tous les jours des gens, des jeunes qui me disent j'ai abandonné mon job. Donc même dans une économie qui marche bien, on voit qu'il y a un désir aujourd'hui de quelque chose de totalement différent et que les systèmes ne semblent pas pouvoir intégrer. Et je crois que la révolution peer-to-peer, c'est ça. Donc c'est les jeunes qui ne se retrouvent plus dans le modèle dominant. Ils veulent non seulement un travail, c'est important, mais ils veulent un travail qui a du sens et qui leur permet d'améliorer le monde. Donc c'est pour ça que j'aime bien les entrepreneurs sociaux, parce qu'ils sont vraiment en train de changer notre tissu productif. Bon, ce n'est pas une réponse à votre question, mais je voulais quand même le dire. Il y a un livre sur ce sujet que je recommande à tout le monde qui s'appelle 1 million de révolutions tranquilles, qui a été publié il y a quelques mois, il y a moins de 6 mois, et qui a été écrit par Bénédicte Magnier, qui est une journaliste à l'AFP, et qui décrit justement ce qui se passe dans le monde entier, dans les pays aussi bien en développement ou les pays développés, et qui est très inspirant parce qu'elle, justement, n'a pas ce prisme du numérique, et elle donne une grille de lecture identique avec des outils différents et mode de perception très différent. Il y a une question ici, je crois. Monsieur, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Moi, je me réjouis, tout d'abord, je me réjouis de l'organisation de ce forum de l'économie collaborative avec tout ce panel de personnalités qui sont venues nous parler de ce qui se passe maintenant. Mais moi, la question que j'allais me poser par rapport au thème adaptation du capitalisme au nouvel modèle, j'allais dire peut-être est-ce que ce n'est pas un ancien modèle rénové ou innové qu'on est en train de remettre, parce qu'il y en a un monsieur qui est parti, il avait parlé du XIIe siècle, déjà il y avait déjà des organisations qui le faisaient. Bon, j'ai donné l'exemple de l'Afrique, parce que je suis africain, nous on vit en communauté, donc on mange ensemble, on voyage ensemble, peut-être ouais, c'est par rapport à la pauvreté ou la précarité. Bon, est-ce que c'est pas la crise qui fait qu'en France, voilà, maintenant, ou en Europe, tout à l'heure j'ai parlé à un ami qui était aux États-Unis, il m'a dit ouais, mais tu vas où? Je vais au forum là, voilà. Et tout. Il me dit, ouais, mais alors ils sont devenus comme des Africains, maintenant ils partagent certains trucs. J'ai dit non, mais peut-être que ça a toujours existé, mais la crise. Mais bon, fort heureusement, le problème de l'écologie nous permet, bien sûr, hein, voilà, maintenant, oui, comme un bon prétexte, l'écologie, ouais, il ne faut pas polluer, il ne faut pas que chacun prenne sa voiture. Parce qu'avant, c'était ça la différence entre l'Europe ou l'Occident et l'Afrique et les pays pauvres. C'était oui, que les pays pauvres, ils vivaient en communauté et que l'Europe, c'était l'individualisme. Chacun sa voiture. Chacun sa voiture, chacun son truc, mais bien sûr, bon, il fallait que l'État intervienne, ce qu'on appelle l'interventionnalisme pour le transport public, le transport des eaux, mais oui, c'est très bien. Bon, donc, j'allais dire, en fait, il ne s'agit même pas ouais, d'une adaptation du capitalisme, on tend même vers le communisme, ou bien le communautarisme, ou bien bon, le collaboratisme, si on peut dire ce mot. Bon, je me réjouis encore une fois de cette organisation de la CUB et couplée du Conseil général. Et voilà, c'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'on ne revient pas à nos anciens, en fait, modèles? Voilà, c'est ça. Mais bon, on peut dire non aussi, comme l'a dit l'autre, parce que le capitalisme, parce que ceux qui créent les start-up ou bien les trucs, ils sont payés, donc c'est des entreprises un peu, bien sûr, il n'y a pas un statut juridique, tout ce qui n'est pas interdit est permis, voilà, bien sûr, mais bon, les gens, les salariés, ceux qui créent les trucs, bien sûr, ils gagnent de l'argent et après ils peuvent racheter d'autres boîtes, comme j'ai entendu ce matin et tout, après ça fait aussi du capital. Bon, merci beaucoup et puis voilà. Merci, c'est une très bonne question. Je suis contente que vous l'ayez posée et en plus je crois que c'est une question qu'on te pose très fréquemment. Oui, mais justement, enfin, je connais mal l'Afrique en fait. J'ai jamais été, mais je vis en Thaïlande dans une famille très traditionnelle avec ma femme thaï et toute sa famille et tous les esprits et tout ça et 24 chats. Donc je connais bien, en tout cas, une certaine structure, on va dire traditionnelle. Et justement qui pose problème au capitalisme, parce que justement dans ce système-là, l'accumulation privée se fait très mal parce qu'elle est toujours diluée par la solidarité familiale. Et je crois que c'est peut-être un des problèmes de l'Afrique, justement, qu'il y avait cet antagonisme entre la vie et la vision traditionnelle et un système qui venait de l'étranger, occidental, qui ne collait pas du tout à ces structures familiales, etc. Mais je crois que justement, il y a une chance historique aujourd'hui de faire cette combinaison entre, on va dire, le pré-industriel et le post-industriel, sans devoir passer nécessairement par toute cette
évolution qu'on a connue en Occident, et donc de passer directement à des techniques de production distribuée. Et par exemple, je crois au Brésil, que moi j'estime le pays le plus peer-to-peer que j'ai pu visiter jusqu'à présent, dans les favelas par exemple. C'est vrai que c'est les narcos qui contrôlaient jusqu'à pas très longtemps la plupart des favelas, mais par exemple quand ils font une maison, ils le font tous ensemble. Tout le monde vient bâtir la maison, ajouter un étage, et on donne à manger et à boire, et on fait la fête. Donc il y avait beaucoup plus de coopération dans les favelas que dans les classes moyennes. Moi, vraiment, un des plus beaux jours de ma vie, c'est quand j'ai découvert que les jeunes des favelas connaissaient le travail de la fondation Peer-to-Peer et que ça leur parlait beaucoup. Donc c'est mieux que gagner beaucoup d'argent. Quand j'ai vu ça, et c'est parce que leurs valeurs justement étaient naturellement alignées. Donc moi je crois que vous avez raison. Et en fait je crois que c'est beaucoup plus difficile pour certaines générations occidentales. Moi j'ai vécu dans la petite classe moyenne, moitié ouvrière, moitié classe moyenne, où par exemple ma mère se disputait parce qu'il y avait trois feuilles du voisin qui dépassaient, qui faisaient de l'ombre sur notre jardin. Donc c'était terrible. Il y avait une sorte de manque de solidarité dans ces faubourgs qui était vraiment terrible. Et donc pour ces gens-là, même si la technologie est là, c'est très très difficile de s'adapter et de dire on peut faire confiance aux voisins, etc. etc. Oui, une question qui me vient en fait, parce que si on regarde la Chine aujourd'hui, son développement, et j'ai pas l'impression du tout qu'ils défendent non plus cette forme d'idéal dont on parle, enfin d'économie dont on parle aujourd'hui. Et au Brésil, il y a beaucoup de révolutions en ce moment, mais on a aussi une classe qui consomme énormément et qui est parmi les premiers clients du luxe, par exemple. Comment analyser ça aussi finalement, parce que le monde tourne avec aussi cette réalité. Oui, alors. En Chine et en Asie du Sud-Est, je crois qu'il y a quand même une difficulté, c'est en fait quand même l'imaginaire social est hiérarchique. Donc, au niveau des valeurs, il y a un problème. Mais le fond en pratique, mais par exemple, quand on voit en Chine ce qu'on appelle l'économie Shanzai, qui fait quand même 30-40% des produits industriels. Donc par exemple, vous allez en Chine, je suis sûr que vous connaissez, il y a le iPhone, il y a le iPhone, donc en fait, c'est du open source à légal. C'est-à-dire, il n'y a pas toutes les valeurs associées avec l'open source d'une façon consciente, mais d'une façon pragmatique, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui produisent ce genre de produits n'ont pas de propriété intellectuelle, partagent les avancées dans leur réseau. Et c'est une des raisons des succès de la Chine qu'on oublie souvent, que ce n'est pas les grandes multinationales étatiques, c'est vraiment ces réseaux de petits entrepreneurs qui sont très très coopératifs et qui ont des avancées industrielles très très rapides. Alors le problème au niveau de l'imaginaire social, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont du succès, puisque c'est pragmatique mais pas idéologique, ils auront plutôt tendance à rechanger vers le vieux modèle privatisé. Moi, je vois ça avec mes étudiants en Thaïlande, donc c'est-à-dire que ils font tous du partage de fichiers, tous, de façon systématique et tout le temps, mais ils trouvent aussi que c'est mal. Ça, c'est un paradoxe. Donc, le jour où ils ont un job dans l'industrie du disque, ils vont tout de suite changer parce qu'en fait, ils le font, mais sans avoir une idéologie qui justifie comme quelque chose de bien. Donc, en fait, ils se sentent coupables de partager. Parce qu'ils ont déjà intériorisé la mentalité de privatisation occidentale. Ok. Est-ce que une question ici, et je pense que et une derrière. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on les prenne toutes les deux au même moment, et après, je serai obligée de clôturer la table ronde. Relevez la main. Voilà. Comme ça, je vous laisse les poser l'un après l'autre. Émile, vas-y. Je voulais savoir quel lien est-ce que tu fais entre deux cadrans de ton schéma à 4 cadrans. Le cadran en bas des communautés collaboratives, des villes en transition, et le cadran en haut des communs globaux que tu décris, que tu appelles de tes souhaits. Pour moi, ça permet aussi de faire le lien entre un sujet qui a été beaucoup discuté dans ce forum, qui était l'économie collaborative sur un territoire,
dans le territoire de Bordeaux par exemple, et puis l'économie peer-to-peer des communs dont vous venez de discuter à l'instant. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Est-ce que c'est l'économie collaborative sur les territoires qui préfigure l'avènement un jour d'une économie des communs? Est-ce que c'est en travaillant sur le modèle global qu'on va arriver à le décliner localement? Ou quel type de passerelle est-ce qu'on peut créer entre les deux? Oui. Juste, je voulais prendre la question derrière et après on... Voilà, excuse-moi. Sinon, dites-la. Oui, le titre de la conférence, c'est « Le capitalisme va-t-il s'adapter ou est-ce qu'on assiste à l'émergence d'un nouveau modèle ?» Donc j'avais deux petites questions sur le modèle utilisé dans l'économie collaborative qui me sont venues en écoutant les diverses présentations durant ces 2 journées. La première question concerne le financement collaboratif. Alors, je suis admiratif devant ce que permet de faire le financement collaboratif, qui permet de rassembler au sein d'une communauté des sommes importantes pour aider des projets à démarrer. La question que je me pose, c'est les entreprises qui ont monté les plateformes qui permettent ce financement collaboratif, leur capital à elles est structuré de quelle façon? Est-ce qu'on est encore dans l'économie classique, capital maîtrisé et égal pouvoir de quelques personnes sur le système, ou est-ce que les clients, je ne sais pas, les porteurs de projets, enfin la communauté siège au sein de ce capital? Ça, c'est la première question. La deuxième concerne le projet Airbnb, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert ici. Donc ça aussi, je trouve ça absolument formidable. Dans le modèle qui est proposé, si j'ai bien compris, il y a une plateforme qui permet de mettre en ligne des propositions d'hébergement, mais dans ce modèle, l'investissement sur l'hébergement est réalisé par les membres. Et c'est à eux que l'on laisse la charge de l'achat du bien, de son entretien. Si jamais, admettons que le bien, l'appartement, la maison brûle, je pense que la personne va simplement disparaître du site, c'est-à-dire que son offre n'existera plus. Dans ce dispositif-là, il n'y a plus aucune couverture sociale, la personne est laissée à elle-même, on change, on a l'impression à travers cette proposition d'Airbnb que par rapport à une entreprise classique dans laquelle le système de production est intégré à l'entreprise et qu'il y a donc une relation contractuelle de type contrat de travail, on crée au contraire de l'éloignement, c'est-à-dire derrière une apparence de communauté, s'il y a un pépin, la personne est renvoyée à elle-même, elle soit se débrouiller toute seule, elle perd son outil de travail, elle perd ses ressources, voilà, mais elle disparaît purement et simplement du système. Merci. Tu as des questions en tête? Oui, j'essaie de me rappeler les 3 questions. Alors, la première, c'était comment passer de l'un à l'autre. Oui, alors, donc en fait, donc le quadrant qui dit for benefit, local outlook, donc ils sont de fait globalisés, c'est-à-dire les transition towns, ils s'organisent, ils se parlent, ils ont des conférences mondiales, etc. Mais c'est l'importance de la vision qui est important ici, c'est-à-dire est-ce qu'on a une vision locale? Donc c'est-à-dire souvent c'est ça, c'est le monde va mal, on va devoir survivre, on va devoir mutualiser et coopérer. Et donc la vision est localisante, même si on travaille ensemble avec d'autres personnes qui ont la même vision localisante. Pour moi, il manque quelque chose. Et il manque cette vision que, justement, si le monde va mal, c'est parce qu'on a des structures globales dysfonctionnelles. Et c'est pour ça que donc, le quadrant supérieur, for benefit global outlook, est très important, parce qu'on ne peut pas solutionner, il y a plein de problèmes aujourd'hui qu'on ne peut pas solutionner uniquement d'un point de vue local. Par exemple, en Irlande, si l'Irlande s'isolerait, il y a un manque de iode et il y a un tiers de la population qui aurait des goitres, par exemple. Donc ce n'est pas possible d'avoir une vision uniquement localisante et de croire qu'on va pouvoir survivre des grandes dislocations mondiales dans la douceur. Donc c'est plutôt un appel vers une sorte de conscience citoyenne mondiale. Mais elle doit être articulée, ça ne peut pas être simplement quelque chose qui vient en plus d'une façon organique ou émergente. Il faut que ce soit quelque chose qui soit réfléchi avec un engagement et une réflexion.
La deuxième question, c'était sur la finance participative, et je pense que c'était lié à une question sur la gouvernance. Oui, oui. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, c'est la réalité. Donc, Kickstarter, c'est simplement donc un marché renversé. Donc, vous dites, j'ai besoin d'un investissement. Est-ce que vous voulez me soutenir? Parfois, on donne des petits cadeaux. Bon, il y a un retour. Mais Kickstarter, c'est une entreprise privée. Donc, par exemple, vous allez apprendre tous les gens qui ont réussi, mais on ne va rien apprendre des gens qui n'ont pas réussi. Parce que du point de vue de Kickstarter, c'est pas bien de mettre l'accent sur les choses qui ne marchent pas. Donc il y a un intérêt, on va dire, privatisé pour faire passer un message que chez Kickstarter, c'est pour tout le monde, ça marche, il y a du succès. Mais peut-être qu'il n'y a qu'un projet sur 1000 qui réussit. Je ne connais pas les chiffres, mais vous n'allez pas le savoir et vous n'allez pas pouvoir apprendre de tous ceux qui n'ont pas réussi et pourquoi. Donc ce n'est pas open source. C'est simplement un marché, une place de marché, oui, pair à pair, mais avec une forme de propriété qui est tout à fait classique, avec du venture capital, du capital à risque, etc. Et c'est pour ça que c'est important. Il y a un exemple très connu, c'est MakerBot, c'est une imprimante 3D qui a été faite par toute une communauté mondiale open source. Ils ont été chercher du capital à risque. MakerBot.2 est privatisé, n'est pas open source, sous la pression justement du capital à risque. Il faut faire très attention parce qu'avec le capital et risque, on connaît le système, c'est une entreprise sur 10 va fonctionner. Donc ça veut dire qu'il y en a 9 qui vont foirer et après un certain temps, donc on va retirer son capital à risque. Les gens qui ont investi leur propre argent vont entrer en faillite. Vous avez signé un contrat qui vous ne permet plus de faire la même chose après pendant X années, ça dépend de votre astuce dans la négociation. Et surtout, vous avez signé des non-disclosure agreements, donc vous ne pouvez même pas parler de ce que vous êtes arrivé. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours, oui, l'économie collaborative c'est bien, ça mutualise, mais il faut regarder la gouvernance. Donc ce ne sont pas nécessairement des systèmes démocratiques. C'est simplement, ça permet d'une façon distribuée à créer des places de marché, alors qu'avant, il fallait peut-être passer par des gros intermédiaires, et on n'avait pas cette liberté. Le dernier aspect, je crois que aussi c'est tout à fait vrai, et c'est même vrai dans l'open source. Le problème de l'open source, c'est pareil. Donc vous collaborez à un projet commun parce que vous aimez Linux, vous faites du Linux, mais il n'y a pas de sécurité sociale. Si vous ne travaillez pas pour IBM, la communauté Linux ne va pas vous aider à vivre. Donc il faut créer, et ce n'est pas encore fait, il faut créer des systèmes sociaux qui tiennent compte des nouveaux risques justement de la production distribuée. Parce qu'on est en complète insécurité. Tous les jeunes que je rencontre, ils sont enthousiastes, ils sont idéalistes, et j'adore ça, mais ils sont aussi fatigués, ils travaillent 12-14 heures par jour, et comment est-ce qu'ils vont être quand ils ont 30 ans et un enfant? Et donc, c'est une question de point de vue. Ici, il y a l'avocat du mouvement des logiciels libres, Eben Moglen, il disait, le peer-to-peer, c'est le wet dream, comment on dit ça en français, le rêve mouillé des communistes et des capitalistes. Parce que d'un point de vue de capitaliste, c'est simple. C'est un moyen d'externaliser le risque. Donc plutôt que de payer des salariés, il faut créer une place de marché. Les gens vont faire une compétition pour un design. Il y en a un qui va gagner et il y en a 80 qui vont perdre. Ils ont rien. Donc il faut vraiment être... il faut être critique par rapport à tout ça. Il faut s'enthousiasmer d'un côté, mais il faut aussi savoir qu'il y a des structures de pouvoir derrière. Et donc, dans le peer-to-peer, comme partout, il y a des choix à faire, il y a de la politique. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel. On peut l'applaudir. Merci. Et je vais appeler Guillaume Fauré. Comment ? Ah, vous voulez rester là, je vous laisse la parole. Donc, vous êtes le directeur régional de SFR et vous vouliez annoncer la tenue d'un événement prochainement à Bordeaux. Vous voulez un micro ? Je reste ici. Oui, on va descendre. Merci. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout l'intermède de publicité d'une entreprise capitaliste. C'est plutôt vous proposer d'une certaine façon de poursuivre l'ensemble des échanges que vous avez pu mener depuis hier,
auquel un certain nombre de collaborateurs du groupe SFR ont participé et qui ont été extrêmement riches et constructifs, me semble-t-il. Donc le forum touchant à sa fin, il y a encore 2-3 heures de débat, mais ce qu'on souhaitait vous proposer et ce que je souhaitais vous présenter, c'est la démarche que nous avons engagée depuis le mois de juin, qui est une série de barcamps, donc un format de rencontres itinérantes à travers la France sur la thématique de l'ascension digitale. Et ce qu'on appelle, nous, l'ascension digitale, c'est en gros comment, avec le numérique, améliorer le quotidien de tous, citoyens, entreprises, collectivités. Et donc, à travers ces barcamps, qui ont lieu depuis juin jusqu'au mois d'octobre, nous abordons une série de thématiques, dont un certain nombre qui ont été traitées depuis hier, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la construction de la ville de demain ou que ce soit sur les publics fragiles. Voilà, donc je vous invite à suivre. Il y a un site où on peut retrouver tout ça. À quel endroit peut-on retrouver ces informations? Alors, sur Bordeaux, ça aura lieu au mois de septembre, mais la date n'est pas calée. Et je vous invite à suivre notre actualité sur le hashtag ASCDigit, je ne sais pas s'il va s'afficher, mais qui vous donnera toutes les infos au fur et à mesure de l'annonce de nos événements. Donc ASCDigit pour les barcamps ascension digitale d'SFR. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Oui, on vous donnera des informations complémentaires sur cette initiative, notamment sur le site, sur le fil Twitter du forum. On va prendre 10 minutes de pause, si vous voulez, avant de retrouver le Forum Lab qui a bien travaillé, d'après ce que j'ai compris, et qui va venir nous faire quelques propositions en clôture de ce forum. Merci beaucoup Anne-Sophie et merci Michel.